On connaît maintenant la date d'épuisement de la ressource et il faut, comme c'est fait dans l'ensemble sur le reste du monde, il faut mettre en place un fonds pour les générations futures pour que ce qui est apporté aujourd'hui par la ressource nickel soit apporté par les intérêts issus d'un fonds qui serait créé. Ça, c'est le motif d'intérêt général principal. Ensuite, donc, on a d'autres motifs qui sont développés juridiquement. Je ne sais pas s'il y en a qui... Après, il y a des questions juridiques, de constitutionnalité, de conformité à l'accord de Nouméa, d'unanimité des acteurs politiques et sociaux qui a pesé au moment du passage au Conseil d'État du gel des prix. Enfin voilà, on développe un certain nombre d'arguments juridiques pour prouver l'intérêt général de la mesure et donc l'intérêt de revenir sur les pactes de stabilité fiscale. Le gouvernement élabore un rapport qui va servir de support en fait au débat. Donc ce rapport s'intéresse tout d'abord à l'univers dans lequel la Nouvelle-Calédonie évolue, donc l'univers économique, donc à la conjoncture internationale. Ce qu'on ressort de l'analyse de la conjoncture économique internationale, c'est deux éléments plutôt favorables. C'est que la croissance mondiale semble repartir, d'une part, et que les taux de change de l'euro par rapport aux autres monnaies sont aussi plutôt favorables pour la Nouvelle-Calédonie. Donc on a une appréciation qui est plutôt favorable sur la conjoncture mondiale et sur la monnaie. Par contre, pour ce qui est des deux ombres au tableau de la conjoncture internationale, c'est le cours du nickel, qui n'est pas sur des niveaux très fantastiques. On anticipe une stabilisation autour de 7,5 $, la livre, ce qui est un niveau historiquement plutôt médiocre. Donc ça, c'est une ombre au tableau, et le risque potentiel, ce serait une reprise à la hausse des taux d'intérêt, qui viendrait donc pénaliser le financement de l'économie calédonienne. Donc deux ombres au tableau, et aussi deux aspects plutôt favorables, ce qui fait que le contexte international est un peu incertain, mais ne vient pas trop nous pénaliser. Ça, c'était les éléments externes. Pour ce qui est des éléments internes, vous n'êtes pas sans méconnaître la situation de la conjoncture économique locale. C'est lié à un rythme, on va dire, assez classique de cycle électoral, avec la perspective des échéances électorales de mars et mai prochains, qui suscite beaucoup d'interrogations et donc des hésitations de la part des investisseurs, premier élément. Et puis une fin de cycle d'investissement privé assez important qui génère une situation notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, des pertes d'emplois assez massives, et donc une situation économique et de la consommation des ménages qui pâtissent de ces pertes d'emplois qui n'est pas favorable. Donc de ce fait, en termes de conjoncture économique locale, on anticipe une forte atonie sur 2013. On est sur un niveau de croissance qui tangenterait le zéro. Donc c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Et puis pour 2014, 2015, 2016, un redémarrage progressif qui nous permettrait d'atteindre les 2% de croissance à horizon 2016. Par contre, ces éléments de redémarrage vont être tributaires, de la capacité des investisseurs à pouvoir réinvestir à l'issue du cycle électoral, et de la confiance qu'on aura pu leur accorder et des éléments incitatifs qui auraient pu être décidés par les pouvoirs publics. Ces éléments incitatifs qui sont de deux ordres. Il y a tout d'abord les politiques fiscales. Donc là aussi, il y a des textes qui ont été déposés par le gouvernement au Congrès qui sont en débat. Le premier, c'est sur la relance du bâtiment à travers des dispositifs incitatifs sur l'investissement en BTP et en logement. Et le deuxième, c'est redonner du pouvoir d'achat aux classes moyennes avec le barème de l'IR, qui lui aussi est en cours d'examen dans l'impôt sur le revenu, qui est en cours d'examen au Congrès. Donc ces deux éléments-là sont de nature incitative. Et il y a par ailleurs, dans le document qui a été adopté par le gouvernement, la liste de tous les grands chantiers publics qui sont soit d'ores et déjà engagés, soit qui vont être engagés dans les 3 années à venir, qui représentent un montant d'investissement public conséquent. Et on a listé dans ce document l'ensemble des chantiers connus à ce jour, qu'ils soient en maîtrise d'ouvrage public, province, mairie, syndicat mixte, ou bien évidemment Nouvelle-Calédonie. Et puis aussi l'État qui va investir sur les 2 lycées. Donc de ce fait, on anticipe une reprise progressive de la croissance, et ça a un impact direct sur nos recettes budgétaires, puisqu'on anticipe sur 2014, là aussi, une évolution zéro, voire légèrement négative de nos recettes budgétaires, et donc recettes fiscales, avec une reprise
progressive 2015-2016. Donc contrairement à ce qu'on avait pu avoir les années précédentes, où on avait été épargné des événements internationaux et on avait maintenu un niveau de croissance élevé de par la dynamique interne de la Nouvelle-Calédonie, cette fois-ci on est impacté par des éléments externes pas forcément favorables et puis surtout des éléments internes qui viennent perturber le haut niveau de confiance et du coup la bonne croissance qu'il y avait en Nouvelle-Calédonie. Ce faisant, alors que sur les 3 dernières années on avait su avoir une bonne situation financière, en tirant profit d'une part de la bonne dynamique des recettes et aussi en maîtrisant nos dépenses de fonctionnement, notamment masse salariale et tout ce qui est dépenses des administrations. Donc on avait amélioré notre situation financière. Ce faisant, on anticipe une année 2013-2014 qui sera moins favorable, avec une capacité d'autofinancement qui sera très réduite, et seulement une amélioration à horizon 2015-2016. Et c'est ce pourquoi on propose au Congrès un scénario d'évolution de nos dépenses qui soit un peu plus strict pour 2014-2016, avec notamment un ralentissement des subventions versées, qui est un scénario alternatif à ce qu'on a pu proposer jusqu'à présent, qui limitait en fait la politique de maîtrise des dépenses uniquement sur les moyens internes de l'administration. Donc là on propose également un scénario alternatif, soumis au débat au Congrès, sur une plus forte maîtrise des subventions versées à nos partenaires, qui permettrait de garder une bonne épargne, une bonne capacité d'autofinancement pour, là aussi, impulser par l'investissement public une bonne dynamique sur le secteur du BTP comme générateur d'emploi et du coup de consommation d'un ménage. Donc voilà l'essentiel de ces éléments adoptés par le gouvernement ce matin. À noter par ailleurs que pour la première fois, le gouvernement a tracé, ou s'est engagé dans un exercice de tracer des perspectives sur les finances sociales. C'est un sujet d'actualité et donc on s'est attaché à identifier les besoins de dépenses et les recettes dont on dispose d'ores et aujourd'hui, et puis tracer des perspectives à horizon 2016. Et donc il y a eu un long échange vraiment du gouvernement ce matin sur notre capacité à pouvoir soutenir ces dépenses sociales. Donc là on constate sur 2013 qu'on devra avoir un déficit, toutes mesures confondues, de l'ordre du milliard, qui va s'accroître à horizon 2016 pour atteindre un minimum de 5 à 6 milliards à horizon 2016, qui pourrait être plus important selon les mesures qui seront prises, et puis l'anticipation qu'on aura au niveau notamment du CHN sur Koné et du CHT sur le Medipôle. Donc ça va dépendre des anticipations qu'on aura sur les frais qui vont être liés à ces ouvertures de 2 nouvelles infrastructures hospitalières. La volonté des 2 centres hospitaliers étant de pouvoir anticiper dès 2014-2015 sur les frais liés à l'ouverture de ces 2 infrastructures. Donc voilà pour les éléments principaux de ce rapport, donc qui porte sur l'exercice à venir 2014 et 2016.